Je regarde qui de vous deux? Plutôt moi et les internautes. Alors bonjour à tous ceux qui prennent le live. On est en ce moment en direct du parc d'activité de la Jaille. Nous sommes dans les bureaux de Marie Scopette, qui est avocate lobbyiste à Bruxelles. Bonjour Madame Copette. Bonjour à tous. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu votre métier, donc avocate lobbyiste à Bruxelles? Écoutez, je suis avocate au barreau de Bruxelles et j'ai effectivement une particularité, c'est que je suis lobbyiste à Bruxelles. Au sein du barreau de Bruxelles, il y a une commission lobbying. Donc quand on est lobbyiste, on est inscrit auprès d'un registre de la transparence de l'Union européenne où on indique qui sont nos clients, ce que nous faisons, les intérêts que nous représentons. Ensuite, on nous décerne une carte et nous sommes vraiment sous le coup d'une réglementation très particulière pour éviter de défendre des intérêts qui ne sont pas forcément les bienvenus, tels que ceux de Monsanto, que les lobbyistes ont été sortis du Parlement européen. Et finalement, on a obtenu des résultats. On a vu que Monsanto a été a pu être condamné par des petits agriculteurs. Donc c'est un progrès. On peut dire que c'est un progrès. Oui, c'est un progrès. Et effectivement, c'est intéressant que vous me posiez la question sur mon métier, parce qu'il est méconnu en France. J'ai d'abord exercé moi, à Londres, Bruxelles et Londres, et c'est vrai que tous les États membres ont des lobbyistes pour défendre leurs intérêts. Parce que au sein de Bruxelles, donc vous avez une énorme commission européenne avec différentes directions générales, avec des fonctionnaires qui sont en charge de gérer l'énergie, l'agriculture, différentes thématiques, mais ils ne sont pas eux-mêmes ni agriculteurs ni dans le domaine de l'énergie. Donc ils doivent recevoir les différentes parties prenantes pour être au courant des intérêts qu'il y a lieu de mettre en avant. Donc sur le sujet de l'énergie dont on parle maintenant, quand on a une thématique et qu'on a une législation sur l'énergie, je vais vous donner l'exemple d'une directive par exemple communautaire, quand on crée la législation, la Commission va appeler les lobbyistes. Ces lobbyistes présentent différents intérêts. Et la Commission va recevoir des intérêts opposés, ceux qui sont pour un projet, ceux qui sont contre un projet. L'important, c'est d'écouter tous les acteurs d'une filière pour pouvoir mettre en avant leurs besoins et qu'il y ait une véritable adéquation de la législation par rapport à la réalité économique. Le métier du lobbyiste, c'est de faire ressortir la réalité terrain des industriels, de la société, du citoyen, pour la défendre à Bruxelles, la présenter. Donc c'est un métier qui est très sain, c'est un métier qui est nécessaire et je dis toujours, le lobbying citoyen, il est très important parce que notamment dans le domaine de l'environnement, le lobbying représente les intérêts des citoyens. Alors l'intérêt finalement aussi d'être au niveau européen, c'est que les lois européennes finalement supplantent les lois françaises. C'est vrai qu'on a du mal à se faire avec cette idée, mais ce que décide l'Europe finalement, c'est ce qui sera appliqué en France et pas l'inverse. Absolument. Le législateur européen a une législation supranationale. Donc le droit communautaire, donc ce qu'on appelle le droit européen, il doit s'imposer à tous les États membres. Et quand un État membre ne respecte pas le droit européen, à ce moment-là, il y a lieu de saisir la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne pour demander la mise en conformité du droit national avec le droit européen. Donc notamment, moi, je fais plusieurs procédures d'infraction contre les États membres pour qu'il y ait une mise en conformité du droit national avec le droit européen. Alors, mais on peut toujours un peu éviter, dévier, contourner justement ces législations. Et vous avez mis le doigt sur ce qui va certainement être un scandale dans les prochains mois, à savoir une modification pour la Guadeloupe des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Donc pourquoi nous, on pourra émettre plus de gaz à effet de serre que les autres pays de l'Union européenne? Écoutez, je suis vraiment consternée et très attristée par cet état de fait, surtout que je travaille beaucoup dans le secteur de l'énergie. Et j'avais déjà alerté la Commission sur le fait qu'il y avait un lobbying fait qui génère ce qu'on appelle une discrimination à rebours. Et c'est d'ailleurs la Commission européenne qui m'avait interpellée sur le fait qu'elle était très choquée par le fait que régulièrement revenaient de l'outre-mer des demandes pour déroger au droit commun. Alors on a une illustration très claire dans la dernière directive qui facilite le développement des énergies renouvelables et qui fixe les conditions très restrictives d'émissions de gaz à effet de serre, parce que bon,
On ne parle que de ça, de la protection de l'environnement. On ne parle que de ça, du fait qu'il faut diminuer la pollution. On ne parle que de ça, il ne faut plus avoir de voitures aussi polluantes. Et pour que ce soit appliqué dans tous les États membres et pour appliquer des amendes aux États qui ne respectent pas la législation, on va adopter un texte, une directive européenne qui va s'appliquer à tous les États membres. Et là, quand on lit cette directive, on se rend compte qu'il y a un article qui va nous discriminer, nous, la Guadeloupe. Particulièrement la Guadeloupe. Alors, il est mentionné les régions ultrapériphériques. Donc, mais là, nos fameuses RUP. Nos fameuses RUP. Mais cette directive et l'article 13 l'article 29, paragraphe 13, prévoit donc une dérogation. Et je le stabilise, je ne sais pas si on le voit là, mais on va déroger donc dans matière de gaz, des émissions de gaz à effet de serre. Et là. Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. Et que ça dit cet article 29? Que pour nous, les régions ultrapériphériques, donc, on va déroger aux règles protectrices de l'environnement. Et qu'on pourra avoir de la biomasse importée de pays tiers. D'accord. Donc moi, quand je vois cet article, j'interroge la Commission européenne, j'interroge les services de la Direction générale de l'énergie qui me disent « Cet article nous a été demandé pour Albioma ». Donc Albioma demande une dérogation pour pouvoir importer... en soutenant que s'il n'y a pas d'importation de biomasse et si on ne fait pas aussi de la canne fibre pour faire de l'électricité en Guadeloupe, c'est catastrophique finalement, on ne pourra pas assurer l'électricité dans nos territoires. Donc, une aberration tellement, je trouve ça tellement scandaleux, tellement choquant, puisque pour que ça arrive au stade de la directive, c'est que ça a été porté au niveau local, au niveau national, et que ce soit ensuite transposé au niveau européen. Alors comment ça arrive au niveau local? C'est au niveau de la PPE de la région. La programmation pluriannuelle de la région a prévu que nous devrions importer de la biomasse des États-Unis pour pouvoir produire de l'électricité. D'accord. Et donc nous serions les seuls au monde, un peu comme la chlordécone, à vouloir ce que personne ne veut. Alors moi je vous dis, les Guadeloupéens sont quand même pas bêtes. On sait qu'on peut produire de l'énergie à partir du solaire, à partir de l'éolien. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Quand on me dit qu'il faut que nous, petites îles, on aille chercher des pellets de bois aux États-Unis pour alimenter des centrales qui sont accolées à des sucreries qui sont excessivement polluantes au demeurant. Ça encore, c'est une autre pollution. Moi, je suis vraiment furieuse. La commission m'a entendue, puisque je suis une experte de la commission sur l'autonomie énergétique des territoires insulaires, et que lors de notre dernière conférence, notamment en Croatie, j'ai soulevé cet élément, et la commission a dit, écoutez, nous allons lancer une enquête. Ce n'est pas possible d'imaginer que en Guadeloupe, l'objectif, c'est d'importer de la biomasse des États-Unis, tout ça avec des subventions, évidemment, tout ça financé avec l'argent du contribuable. Donc, à l'heure où on nous parle effectivement de transition écologique, il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre, nous, on veut produire de l'électricité en brûlant du bois. En brûlant du bois. Et en considérant qu'on va brûler du bois, et puis le foncier, comme la canne sucrière, était subventionné, et qu'il faut trouver un palliatif à ça, parce que il semblerait que des milliers de Guadeloupéens soient actifs, et que ce soit presque notre seule activité économique, soit de produire de la canne. Alors pour remplacer cette activité qui ne sera plus subventionnée, parce que c'est très clairement spécifié, c'est issu d'une décision, il n'y a plus de rêve là-dessus, il faut pouvoir dire les choses très clairement aussi aux Guadeloupéens. Donc alors, la canne ne sera plus subventionnée. La canne sucre ne sera plus subventionnée. La canne ne sera plus subventionnée. Et puis c'est surtout que le sucre ne sera plus subventionné non plus. La filière canne sucre ne sera plus subventionnée. Ça, il faut le dire. Il faut le dire parce qu'après, les gens sont dans la rue et ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Or, il faut se préparer à ce changement. Ce qu'on nous propose, nous, pour se préparer à ce changement, c'est de dire, les agriculteurs, quand vous n'allez plus faire de canne sucre, vous allez faire de la canne fibre. Donc, le foncier agricole, on va l'utiliser pour alimenter une centrale. Et ce qui ne sera pas, comme ça ne sera pas suffisant pour faire fonctionner la centrale, on va importer du bois des USA. D'accord. Mais
Vous savez, tout ce qui est gros passe, tout ce qui a le plus gros passe, c'est un peu comme la chlordécone. Mais moi, ça me révolte. Et en tant que lobbyiste, j'ai l'intention de vraiment mener un combat pour cette jeunesse guadeloupéenne. On ne peut pas condamner une population en disant que son foncier, on va l'utiliser pour faire de la canne fibre. La diversification agricole, elle est très peu accompagnée finalement ici. On connaît toutes les réalités, toutes les difficultés d'installation des agriculteurs. Et puis, cette absence de volonté, parce que ça rapporte beaucoup plus d'importer tous nos fruits et légumes que d'accompagner nos agriculteurs. Or, on doit vraiment travailler sur le développement, l'inclusion sociale, le développement des agriculteurs, la culture bio, parce que c'est l'avenir. Tout le monde va vers ça. Et on a un territoire export. Voilà, sauf nous. Donc tout le monde tend un peu vers cette autonomie, mais nous, on tend vers une dépendance systémique. Voilà, une dépendance énergétique qui va induire une dépendance alimentaire, puisque quand vous dites que votre foncier, vous allez utiliser pour faire de la canne fibre, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire pour nourrir nos enfants, nous? On doit aller au supermarché pour nourrir nos enfants. En Europe, nous sommes face à un phénomène de décroissance. Le citoyen a envie de se développer. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Ben, c'est de pouvoir vivre tranquillement, proche de votre territoire, de pouvoir cultiver, de savoir ce que vous mangez, de savoir ce que vous buvez. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens ont peur. Ils ne savent pas ce qu'ils boivent. Est-ce qu'on a de la chlordécone dans l'eau? Vous savez, on ne le saura jamais, ça. On ne nous a jamais dit la vérité sur rien. Donc on a de vraies, voilà. Donc on a de vraies interrogations. Donc on aura confiance en l'avenir quand on pourra maîtriser certaines choses. Donc maîtriser ce que l'on mange, c'est quand même maîtriser la vie. Boire et manger sont nos besoins primaires. Et je pense que la population guadeloupéenne, quand on regarde cette pyramide des besoins, nous avons une énorme difficulté à assurer la base de cette pyramide. Savoir ce que l'on boit, ce que l'on mange, satisfaire ses besoins primaires, c'est la base de l'évolution d'une population. Savoir ce que l'on gagne, la fiscalité de nos territoires. Quand on voit que la programmation pluriannuelle de l'énergie a comme seul critère une rentabilité finalement, avec des importations massives de carburant, de biomasse, je trouve ça profondément choquant. Il faut alimenter les caisses. Donc il faut effectivement, toujours importation, peut-être octroi de mer, on va indexer quelques taxes dessus et en tirer un bénéfice. C'est certain. Et c'est là qu'est le drame. Parce que si vous lisez le rapport de la Cour des comptes, les collectivités d'outre-mer ont 20% de dotations supplémentaires par rapport aux collectivités françaises. Alors que dans le même temps, il n'y a pas de baisse du chômage, il n'y a pas de développement économique de la population. Et puis je vais vous dire que je suis passionnée par le programme d'éducation et de formation professionnelle. Donc j'en ai mis beaucoup en place en Guadeloupe à travers des programmes Erasmus+, que je fais régulièrement. Et que j'ai toujours l'élément central de développement, c'est la confiance en soi. Et que nous, dans cette société de demain, il faut que le Guadeloupéen, que le jeune ait confiance en lui. Comment voulez-vous qu'il ait un sentiment de fierté, de confiance quand il voit tout ce qui se passe autour de lui? Il se sent malmené, pas écouté, il ne peut pas manger, il ne peut pas boire. Vous comprenez? Je pense que là, il faut se poser les vraies questions. L'argent ne mange pas, hein? Très clairement. L'argent ne se mange pas. Ça n'a pas bon goût. Qu'est-ce que l'on veut? Et maintenant, on arrive dans une période charnière pour l'Union européenne, c'est qu'on est on a une nouvelle Commission européenne, donc on fixe les nouveaux budgets, les nouvelles prérogatives. Donc j'ai déjà organisé des réunions avec la Direction générale de la politique régionale de la Commission européenne pour mettre en avant nos problématiques et pour dire attention, ce qui est important pour nous, c'est l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire. Donc la Commission européenne, dans le cadre justement de ce qu'on appelle le Green Deal. Le Green Deal, c'est de dire l'Europe ne peut plus financer que des choses vertueuses de développement durable. Donc j'ai présenté cette stratégie d'autonomie énergétique, d'autonomie alimentaire, en faisant en sorte que les prochains PO prennent en compte ces considérations. Je ne veux plus qu'on nous mente. Et montrer à la Commission que cette stratégie doit vraiment être mise en œuvre et que s'il le faut, il faut faire des audits auprès des collectivités territoriales, auprès des autorités de gestion, pour que la population soit respectée, parce qu'il ne faut pas oublier que ces financements, quand l'Allemand
quand le Croate, quand le Grec qui vit des situations très difficiles, quand les Espagnols, tous ces territoires qui vivent finalement avec moins d'argent que nous, cotisent au budget européen, c'est pour que notre niveau augmente. Le PIB par habitant. Alors maintenant, c'est vrai que moi, le PIB, cette question financière, elle est très décriée, mais c'est-à-dire que le budget communautaire a pour objectif d'augmenter le niveau de vie de celui qui en bénéficie, du territoire qui en bénéficie. Et qu'est-ce qu'on peut démontrer? C'est que depuis que les subventions européennes existent, le niveau du Guadeloupéen, il n'a pas augmenté. Et que sa situation financière, au contraire, elle diminue. Et c'est pas pour rien, et c'est pas par hasard. Parce que il y a tout un lobby qui a intérêt à bénéficier de plus en plus de ces subventions et à faire en sorte que cette population soit de plus en plus pauvre. Donc on nous maintient sciemment dans la pauvreté. Oui, je le constate, je l'ai déjà écrit, j'ai déjà alerté la Commission là-dessus, le Parlement européen, et là, nous aurons des actions avec le Parlement européen pour alerter sur cette thématique. Donc ce serait donc pour bénéficier, continuer à bénéficier de subventions, donc maintenir les gens dans la pauvreté pour obtenir en contrepartie des subventions. Tout à fait. Et ceux qui bénéficient des subventions, ce n'est pas la population, attention, hein. En grande partie. Il faut remplir de grands dossiers pour obtenir ces subventions européennes. Donc effectivement, ce n'est pas la population. Mais qui en bénéficie alors? Ce sont les grands groupes, mais attention, ce n'est pas seulement propre à la Guadeloupe. Dans les pays de l'Est, là en Pologne, il y a eu une énorme enquête sur la politique de la PAC, le détournement de fonds publics, parce que justement cet argent injecté, on parle quand même de plusieurs milliards, attise des convoitises. Donc on a un organisme qui s'appelle l'OLAF, l'Organisation de lutte anti-fraude de la Commission, qui veille à ce que ces subventions soient bien utilisées. Mais il faut quand même éveiller l'attention de la Commission et de l'OLAF sur certains modes de consommation de ces fonds. Et ce sont souvent des grands industriels qui bénéficient de ces fonds. Je vais vous donner un exemple très simple. L'île de la Réunion, qui est un RUP, bénéficie de subventions très importantes et l'OLAF a ouvert une enquête parce qu'on a fait une autoroute de la mer, une grande autoroute qui a coûté 1 milliard. Et la Commission pensait que les fonds européens étaient bien utilisés dans l'île de la Réunion. Puis ils se sont rendus compte, mais non, les gens sont dans la rue, ils en ont marre de l'octroi de mer, ils en ont marre du chômage, ils en ont marre de tout ça. Mais on fait une autoroute d'1 milliard qui va bénéficier à 2 groupes industriels qui étaient Bouygues et Vinci, et l'OLAF a ouvert une enquête, par exemple. Alors, mais qui en fait a le mauvais rôle? Est-ce que c'est l'Europe qui n'aide pas les populations? Ou ce sont les lobbyistes pour ces grandes sociétés qui mènent un excellent travail pour obtenir de si bons résultats, ou est-ce tout simplement nos politiques? Qui en fait est le plus responsable, puisque certains diraient sortons de l'Union européenne en fait, si ça ne nous sert à rien, sortons de l'Union européenne. Alors moi je dis qu'il ne faut surtout pas sortir de l'Union européenne, parce que l'Union européenne ne demande qu'une chose, c'est vous recevoir. Vous entendre, vous écouter, servir vos intérêts et assurer votre développement économique. Alors, c'est sûr qu'on a les politiques que l'on mérite, hein, quand on voit ce qui se passe, mais il est temps que le lobbying citoyen prenne une place plus importante. Parce que la Commission m'a déjà interpellé sur le fait qu'elle ne voyait pas suffisamment les acteurs économiques. D'accord. Donc c'est à la population de... Non, moi j'appelle vraiment les associations, par exemple dans le domaine de l'environnement, les associations de protection de l'environnement, les acteurs à se mobiliser pour pouvoir rencontrer les institutions européennes et faire passer des messages forts. Il ne faut pas déléguer ce pouvoir à des gens qui souvent ont des intérêts qui sont tout à fait divergents des vôtres. Aujourd'hui, quand je vois qu'on m'explique qu'on va déroger au droit commun et qu'on va polluer avec un blanc-seing parce que ça aurait été demandé par des élus, cela me choque. Donc je pense qu'il est temps que la population monte au créneau. Donc des élus sont d'accord avec le fait qu'on importe du bois ici en Guadeloupe pour faire de l'électricité. Absolument, ça a été porté par la région. C'est la posture de la région Guadeloupe. D'accord. C'est très paradoxal puisqu'on vient effectivement de vendre une centrale géothermique, la seule de la Caraïbe, aux Américains, pour après, quelques années après, vouloir acheter leur bois. J'avoue que c'est un peu incompréhensible en termes stratégiques. Donc quelle explication vous avez? Écoutez, dans le domaine des énergies, l'énergie, ça rapporte énormément. On connaît les pétroliers, c'est pour ça qu'il y a la guerre dans le monde. Toutes les grandes guerres que l'on voit... elles sont liées à la gestion de ces fameuses ressources pétrolières. Donc,
quand on parle de développement des énergies renouvelables, nous arrivons dans une période de cassure où les énergies renouvelables viennent en concurrence avec des groupes financiers très puissants qui n'ont absolument pas intérêt à voir se développer les énergies renouvelables. Donc, partout en Europe, il y a une tendance à essayer de maintenir ce lobby puissant des pétroliers ou d'acteurs qui sont dans la biomasse et qui n'ont pas intérêt à voir se développer des énergies renouvelables. On est dans un rapport de puissance. D'accord, d'accord, très clairement. Mais on a eu un cas justement à Marie-Galante où ils voulaient lancer cette filière bagasse charbon. Beaucoup s'étaient offusqués en disant bon, on va pas recommencer à brûler des matières pour produire de l'électricité. Finalement, ils se sont orientés vers l'éolien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont réussi à mettre fin à ce projet? On sait que vous êtes un peu derrière ça, mais comment ça s'est passé? Écoutez, c'est un petit peu le parallèle que j'ai envie de refaire sur la géothermie. Quand vous parliez de la géothermie, que tout le monde s'offusque aussi, par exemple, que la géothermie bouillante, les acteurs, la ville ne soit pas actionnaire ou que les collectivités ne soient pas actionnaires, qu'est-ce que j'ai fait pour Marie-Galante? Je me suis dit, pour les collectivités, le vrai challenge, c'est d'avoir de nouvelles sources de revenus, mais avec des revenus vertueux. Donc l'important, c'était de créer. La loi sur la transition énergétique nous permettait de créer une entreprise où la collectivité était actionnaire d'une entreprise qui allait produire des énergies renouvelables. C'est la nouveauté de la loi sur la transition énergétique. Donc, j'avais rencontré Ségolène Royal et je lui avais dit, écoutez, vous avez cette loi sur la transition énergétique que j'aimerais dupliquer et permettre à une collectivité de la Guadeloupe de bénéficier du développement des énergies renouvelables et de nouvelles sources de revenus, puisque le challenge de ces territoires, c'est de gagner un peu plus d'argent. Et là, le ministère de la Transition m'a dit, mais vous savez qu'il y a un projet complètement farfelu qui vise à importer du bois de Marie-Galante, du bois des États-Unis ou du Brésil pour produire de l'énergie. Je fais une blague. Vous savez, moi, de mon regard bruxellois, je ne pouvais même pas imaginer que des gens aient pu imaginer une chose pareille. On analyse le projet, puisque projet d'autonomie énergétique, d'autonomie alimentaire que je veux mettre et valoriser à Marie-Galante avec la communauté de communes, qui était le partenaire du projet. Et là, on se rend compte qu'il y a tout un lobbying, il y a même des élus de Marie-Galante qui étaient dans la rue disant non, nous on veut importer du charbon et du bois. Oui, mais il faut leur nom. Mais ceux-là, il faut inscrire leur nom quelque part parce qu'ils doivent rentrer dans l'histoire. Ceux qui peuvent prôner ce genre de choses, ce sont des ennemis du peuple. Prôner une telle aberration avec une usine qui rejette tous ses déchets en mer, qui a déjà été condamnée pour ça parce que les pêcheurs de Marie-Galante ne peuvent même pas pêcher. Vous savez, sur ce dossier, j'avais fait venir une députée allemande, Madame Rodust. Elle est arrivée et elle me dit, mais l'esclavage existe encore? C'est pas innocent, cette phrase. C'est-à-dire que vous avez une députée européenne allemande qui a fait le tour du monde, qui n'avait jamais vu une telle aberration. Elle est allée à Marie-Galante. Elle a rencontré Madame Hetzel. Elle a rencontré les agriculteurs. Elle a rencontré les pêcheurs. Elle ne pouvait pas le croire. Il a fallu faire une procédure d'infraction, ce que j'appelle, ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc saisir et porter plainte contre l'État français qui voulait imposer un projet qui visait à produire de l'électricité à partir de biomasse venant des États-Unis. Tout cela subventionné avec l'argent du contribuable. Hein. Tout cela avec l'argent qui sort de notre poche, c'est-à-dire que nous transpirons, nous avons du mal à payer nos factures, nous devons payer les impôts pour que des gens viennent nous proposer des projets aussi aberrants. Pour nous empoisonner finalement un peu. Oui, mais parce qu'en plus, moi j'ai trouvé la posture de l'ADL très choquante. Parce que ce qui se passe à Marie-Galante ne pourrait pas se passer ailleurs. Vous avez une usine qui rejette ses déchets en mer, qui pollue, parce qu'il y a des fumées noires, et le développement et l'avenir d'un territoire, vous l'axez sur une usine polluante, au moment où tout le monde parle d'énergie renouvelable. Une usine qui appartient à un milliardaire, hein, un groupe milliardaire. Mais je peux vous dire que je crois qu'il faut quand même pouvoir se dire les choses. L'esclavage a été aboli. Nos populations, les Guadeloupéens, ont besoin de vivre de leur travail, de ne pas avoir leur activité économique qui dépend d'acteurs en abus de position dominante ou d'acteurs qui n'ont qu'un intérêt à perpétuer un système colonial. Cette économie coloniale, il faut qu'elle s'arrête parce qu'on doit remettre l'humain au centre de son développement.
travailler la diversification agricole, la canne sucrière pour ceux qui, si jamais la canne, on continue à leur payer quelque chose, mais il faut pouvoir dire les choses parce que finalement tous ces lobbies n'ont aucun intérêt à recevoir des subventions comme d'habitude et puis fermer peut-être demain. Et surtout, ils ont des intérêts qui sont tellement divergents de ceux de la population qu'il y a un moment, il faut que cette population, elle monte au créneau pour défendre ses intérêts. Est-ce possible, parce qu'on voit un peu l'état de la justice française, quand l'État français est un peu marionnettiste dans cette histoire, aux côtés des lobbyistes, enfin des grands groupes qui ont le monopole ici, comment de simples citoyens peuvent se défendre en fait contre une machine étatique et une machine financière? Je dis toujours, la justice, c'est un concept. Hein. La justice, surtout en ce qui concerne les Noirs, n'existe pas. La légalité n'est pas une question de justice, c'est une question de pouvoir. Si demain, cette population exige qu'on lui rende des comptes, si cette population réclame l'exercice de ses droits, on va commencer à l'écouter. Mais quand nous avons des élus qui préfèrent contourner la loi, qui ne sont pas sanctionnés là où ils devraient être sanctionnés, je pense que le lobbying de la population doit émerger. Ce lobbying citoyen, il faut le mettre en place. Parce qu'on n'a jamais que la justice que l'on mérite, finalement. Et il est temps d'exiger des choses. On ne peut pas laisser passer des choses comme ça. Se dire que on est en train de préfigurer le développement de nos territoires jusqu'en 2050, enfin pour les prochaines générations. Et nous, notre stratégie, c'est de dire, mais s'il y a une grève de dockers, on n'a plus d'électricité alors. S'il y a une grève, on ne peut plus boire et manger parce qu'on n'a pas fait de diversification agricole. Sur la gestion de l'eau, moi je travaille avec plusieurs pays européens sur la gestion des réseaux, de l'eau, la diversification alimentaire. On travaille avec les Grecs, les Croates, l'Union européenne qui a mis vraiment en place un secrétariat des îles et des programmes financiers. Mais si on se demande toujours à être exclu de tout. C'est ce qui est dingue en fait, c'est que les demandes de dérogation viennent de nous-mêmes en fait, de la Guadeloupe même. Donc on s'amuse à toujours demander des dérogations, des spécificités, mais toujours dans le mauvais sens. C'est ce qu'on appelle la discrimination à rebours en droit communautaire. Et je trouve que c'est tellement dramatique parce que ceux qui les reçoivent à Bruxelles se demandent même finalement s'il y a une pensée réelle de cette population. Quand on discute à Bruxelles, on a l'impression parfois qu'ils s'imaginent que nous sommes tous sans aucune fonction et que ce n'est que la canne qui nous fait vivre. Je me souviendrai d'une anecdote, même au ministère, une anecdote où ils n'avaient pas compris qu'il y a une récolte, on la coupe, qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année? Ça pousse. Il faut une activité économique aussi. Hein. Pour pallier en attendant. Voilà. Et nous, on n'a pas ça. On se centre sur canne banane. Voilà. Et on apprend parce que c'est les subventions. Mais la canne ne sera même plus subventionnée, donc transformer les exploitations en canne fibre pour faire de l'électricité en brûlant de la canne. Mais moi, vous savez, ce qui me choque au niveau de la canne fibre, c'est que si les agriculteurs étaient sûrs de gagner de l'argent, à quel prix, pourquoi, personne ne sait. Vous comprenez? C'est ça, et surtout qu'il n'y a pas de garantie plus tard, parce que si ces usines ne fonctionnent pas, on a une garantie qu'elles vont, elles, toucher leurs subventions. Et c'est un peu ça, toujours le même cycle que l'on a à travers les subventions, les entreprises qui ouvrent, qui touchent les subventions et qui disparaissent après. Alors, oui. Mais est-ce qu'on peut éviter ça? Non, mais moi, j'appelle vraiment la population à prendre ses responsabilités. Parce qu'elle ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas. Là, sur l'énergie, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. On peut éviter ça en faisant remonter l'information. Moi, j'ai créé une association qui s'appelle Mouvement Outre-mer, qui a vocation à défendre les intérêts des ultramarins et à pouvoir rester en justice auprès des instances européennes. Il faut que les associations, les différentes entités, les différentes villes qui ont envie d'un développement local, parce que prône aussi la Commission européenne? C'est un développement local organisé par les élus locaux. Donc il faut aussi avoir une stratégie, une volonté de développement de son propre territoire. Et ne pas attendre que l'État, parce qu'on a trop tendance à penser que l'État va résoudre tous nos problèmes. L'État n'est que le reflet des demandes de certains acteurs. Si nous sommes exigeants avec nous-mêmes, l'État devra respecter nos exigences.
Mais si nous ne sommes pas exigeants avec nous-mêmes, si nous n'avons pas d'ambition, si les élus que nous avons n'ont pas d'ambition pour nous, l'État va faire passer un autre message, va faire passer le message des industriels. Mais je pense que l'État aussi n'attend qu'une chose, c'est qu'il y en ait qui prennent leurs responsabilités. Et il est temps que la Guadeloupe se mobilise, mais pour des actes, je dirais, vertueux, de la volonté du développement des énergies renouvelables, de la diversification agricole, et puis en ayant plus de cohésion, parce que on a une société où il y a beaucoup d'initiatives très très bien en Guadeloupe. Vous avez des gens formidables, mais on ne fédère pas suffisamment. C'est trop éparpillé. Trop éparpillé. Et si on attend des élus qu'ils fassent des choses, ceux qui ont toujours fait la même mayonnaise, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de changement. Il faut travailler à travers des associations, tout ce que l'on voit aussi. Et si ceux qui sont vraiment des professionnels de certains secteurs se mettent dans la politique pour faire avancer les choses, là on est dans quelque chose de concret. Mais les gens, je vois moi des gens qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas de fonction précise, qui se mettent en politique, non. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le luxe du temps. On doit être beaucoup plus exigeants, nous, à l'égard de nos politiques, que nous ne l'avons jamais été. On a trop de retard à récupérer. Beaucoup trop de retard. Il nous faut les meilleurs et maintenant. Et il nous faut des bons. Ouais, mais là, on a des professionnels de la politique, on a l'impression qu'il n'y a pas de sanctions, ils restent en poste, ils font n'importe quoi, ils prennent des décisions comme justement autoriser une élévation des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on fait comment? En fait, on compose comment avec ces gens-là? Mais vous savez, ce n'est pas propre à la Guadeloupe. Je pense qu'aujourd'hui, la société, et toutes les sociétés, font face à une fracture sociale. Parce qu'il n'y a plus de lien entre la problématique du citoyen et la vie du politique. Que ce soit en Espagne, que ce soit en France, que ce soit en Belgique. Enfin, il y a aujourd'hui une fracture entre deux mondes. Et c'est à nous aussi, citoyens, comme cela se fait et ça remonte de plus en plus ailleurs, de parler d'une même voix pour faire entendre vraiment nos besoins. Donc demain, le monde politique de demain sera fait de gens, d'hommes et de femmes qui vont porter des messages citoyens avec des projets concrets, avec des gens avec des compétences. Mais si c'est déjà acté au niveau européen, on pourra quand même faire marche arrière? Oui, parce que là, vous avez l'article 30 qui demande la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors là, j'ai déjà rencontré tous les services de la Commission, demandé qu'il y ait une analyse de cette problématique des émissions de gaz à effet de serre à partir du bois importé, de la biomasse. Surtout que dit la PPE? Ils n'ont même pas fait d'études environnementales. Que dit l'autorité environnementale? Elle dit les données sur les émissions de gaz à effet de serre de la Guadeloupe proviennent de Guadaer, l'association agréée pour la surveillance. Ces données ne sont pas cohérentes avec celles produites par le CITEPA, qui est l'organisme en charge de la préparation des inventaires nationaux. Les quantités d'émissions et leur évolution dans le temps, selon les données du CITEPA, les émissions de la Guadeloupe ont augmenté de 69% entre 1990 et 2017. Donc nous avons déjà des émissions de gaz à effet de serre qui ont augmenté de 69%, et la stratégie que nous mettons en place, c'est d'aller importer du bois, de brûler encore plus et aussi de continuer à produire avec du fioul lourd. Parce que notre électricité est produite en grande partie à partir du fioul lourd. La centrale au fioul de Jarry. Exactement. Mais quand on parle de fioul, on revient au sujet des lobbying pétroliers. On extermine des populations pour cela. Vous prenez les guerres en Irak, vous prenez tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, c'est relatif au pouvoir du pétrole. On est d'accord. Vous croyez qu'on est allé en Libye pour les droits de l'homme? Non, hein. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais ça reste encore paradoxal puisqu'on parle quand même de cette fameuse transition énergétique. Donc on la verra pas en fait. C'est un leurre, la transition énergétique. Moi, je vous dis qu'on la verra si les Guadeloupéens la demandent. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi ce seraient les seuls à ne pas avoir cette transition? Pourquoi ce seraient les seuls à ne pas évoluer? Moi, je dis, l'esclavage a été aboli. Les chaînes que l'on veut garder, c'est parce qu'on les garde et qu'on ne fait pas parler de ce que l'on veut.
On a des politiques qui sont censées nous protéger aussi un petit peu, hein, parce qu'on n'est pas censé être au courant de toutes ces directives. Enfin, le citoyen lambda ne s'intéresse pas forcément à tout ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Je me vois changer de tête. On devrait peut-être plus se plonger dans les affaires politiques. On devrait, en tout cas, s'intéresser à ce qui se passe à Bruxelles, parce que ce qui se passe à Bruxelles s'impose à tous les États. Et quand, en catimini, on déroge à certaines règles, vous savez, pour la chlordécone, il y a eu un règlement européen qui a permis de déroger aux limites maximales résiduelles de chlordécone. Ça veut dire que nous, on a eu cette dérogation nationale, elle est remontée jusqu'à un règlement européen. J'expliquais que les produits exotiques, eux, ont une double dose de chlordécone autorisée au sein de l'Union européenne. Et ça a été demandé par la France. J'ai alerté la commission pesticides Éric Andrieux là-dessus, j'ai réponse de la commission qui dit, mais si la France demande la modification de limites maximales résiduelles, on le fait. Elle ne l'a jamais demandé. D'accord. Elle ne l'a toujours pas demandé. Donc vous savez, on a fait des questions, on a parlé on a une commission parlementaire, on a beaucoup parlé de chlordécone. Le problème, il est entier, hein. Pas se voiler la face, parce que la chlordécone, tous les produits ont été importés dans d'autres îles et elle est revendue et les produits contaminés circulent au sein de l'Union européenne, leur entrée est autorisée avec une double dose que ce qu'on aurait sur des produits non exotiques. D'accord. Donc franchement, Bruxelles ne demande que ça, à entendre aussi plus les citoyens. J'avais déjà alerté à plusieurs reprises les autorités régionales sur le fait que qui a toujours représenté des intérêts des Guadeloupéens ou des Martiniquais? C'est un lobby béquet. Alors moi, je ne sais pas. Je dis que je n'ai rien contre les béquets, les blancs. On n'est pas dans un discours raciste, colonial. Mais il y a un moment, si ceux qui représentent vos intérêts n'ont pas les mêmes intérêts que les vôtres, il faut avoir différents groupes de représentation d'intérêts. Donc, ceux qui ont des entreprises importantes, je comprends que leurs intérêts soient représentés à Bruxelles. Mais le reste de la population, elle a peut-être besoin que l'on représente ses intérêts. Parce que vous pensez bien que moi, quand je suis à Bruxelles et qu'on me dit, mais Maryse, on avait des budgets pour la biodiversité, on a contacté vos représentants, ils nous ont dit non, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas payé pour ça. Moi, ce qui me choque, c'est pour l'éducation. On avait des budgets importants, mais ils n'ont pas voulu. Ça, c'est choquant. Ça, c'est choquant. Et c'est pour ça que moi, en tant que citoyenne guadeloupéenne, je veux en parler aujourd'hui. Très bien. Vous avez un mot à nous dire sur l'eau? Parce qu'il y a une grosse problématique sur l'eau. Je crois qu'on n'est pas sorti des scandales. On vient à peine de commencer à ouvrir certaines boîtes de Pandore, n'est-ce pas? Que dit l'Union européenne sur notre situation en termes de production d'eau, en termes de potabilité de l'eau? Alors l'Union, elle accompagne, surtout sur le territoire insulaire, le développement et la production d'eau potable. Donc il y a un programme qui a été mis en place par l'Union européenne qui n'est pas du tout suivi ici. Mais la problématique que nous avons en Guadeloupe, elle est bien plus importante et si vous voulez, elle est décalée. Il y a d'abord une entreprise qui a reçu de l'argent, qui n'a jamais exploité le réseau. Et la patate chaude, on l'a refilée à un syndicat. Donc aujourd'hui, on ne recherche pas le véritable coupable. On a un droit commun, mais la justice n'est pas toujours ce qu'elle est, puisqu'il n'y a pas de responsable pour la chlordécone, il n'y aura pas de responsable pour réparer le réseau d'eau. Donc, l'eau, il faut vraiment prendre ce projet à bras-le-corps. Et quand, sur le précédent PO, il était question d'avoir un dégagement d'office de 100 millions et qu'on avait le choix de réparer les réseaux d'eau ou de nous faire un mémorial un musée de l'esclavage. Moi, je m'étais insurgée à l'époque. La commission aussi était étonnée, mais il semblerait que le président de région de l'époque, il tenait énormément à ce mémorial. Et voilà, on a perdu. Donc entre l'eau et donc entre 100 millions pour l'eau et 100 millions pour un mémorial, on a choisi un bâtiment. On a choisi un bâtiment et je me souviens que j'étais tellement choquée qu'au Sénat, j'étais intervenue en disant cette jeunesse guadeloupéenne, elle n'est pas là pour regarder dans le rétroviseur. Parce que moi, je peux vous assurer que tous les Noirs ont été esclaves. Ils le savent. Enfin, je veux dire que tous les Noirs savent qu'ils ont été esclaves. Donc, on a besoin de réseaux d'eau propre, de mobilité, parce que la problématique aussi de notre mobilité, c'est un vrai sujet. Le tramway, qui était un sujet important, qui me tenait à cœur, peut-être qu'il dérangeait ceux qui ont intérêt à vendre du carburant ou vendre des voitures, alors qu'il était validé par la Commission européenne.
Donc il aurait été accompagné financièrement. Absolument. Et là, je Donc, veux c'était bien pas si rappeler farfelu que ça. à ceux qui m'ont accompagné à Bruxelles que la BEI avait bien dit qu'elle était d'accord d'accompagner le développement du tramway. Et je l'avais même fait passer dans les grands projets du plan Juncker. Donc tout le monde était d'accord. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'arrangeait peut-être pas certains, parce qu'il était plus intéressant de facturer des études que d'avoir les études faites par la BEI. Parce que la BEI a dit, nous on finance un projet et on l'accompagne seulement si on fait nous-mêmes nos études. Et elles sont gratuites. Hein. Mais il y a une forme de volonté de garder certaines choses. Mais j'ai plus envie de me taire, vous savez. Je n'ai plus envie de me taire parce que quand je reviens ici, je vois cette population qui souffre. Je vois cette population qui n'a plus d'espoir. Je vois cette jeunesse qui s'en va, qui ne veut plus rester ici. Et je me rappellerai toujours, vous savez, moi, mon père, il a quitté l'école à 16 ans. Il n'a pas fait d'études. Il a réussi sa vie, il m'a donné confiance en moi, j'ai fait des études et j'ai eu une éducation gratuite, système français, et j'ai toujours considéré qu'il était important de rendre à son pays ce qu'il vous avait donné. Et je pense qu'il est important aussi que on ait ce devoir citoyen par rapport à nous-mêmes, parce que c'est nous-mêmes. Et puis si ce n'est pas nous qui le faisons, qui va le faire? Qui va représenter vos intérêts si vous n'allez pas les représenter? Alors ceux qui sont spécialistes de certains secteurs, il faut qu'ils se mettent au travail maintenant, je pense, pour accompagner le développement territorial. Donc c'est y'en a l'autre finalement, d'une Voilà. certaine façon. Oui, mais Bruxelles, on peut faire des réunions à Bruxelles régulièrement, faire parler de ces problématiques, les intégrer dans des programmes d'accompagnement avec des budgets. Souvent, vous savez, l'argent n'est pas suffisamment consommé. C'est ce qu'on entend à chaque fois. Mais oui, vous savez, je parle du stockage d'hydrogène. Je travaille beaucoup dans le secteur d'hydrogène et là, programme, fonds européen spécifique à l'hydrogène, au développement du stockage d'hydrogène, avec un programme spécifique aux îles pour qu'elles soient autonomes en énergie et on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et là, enfin, ces programmes-là sont milliards sur les programmes d'accompagnement dans l'énergie. Nous, on ne fait rien. Nous, on est en train de nous dire qu'on va aller importer de la géothermie de la Dominique, faire venir de la biomasse des États-Unis, et puis faire venir du fioul lourd. Ah non, mais là, on est les rois du bac à sable. Hein. Moi, je peux vous dire qu'on est les champions du monde. Hein, parce que personne n'assoit une telle stratégie. Aucun autre État. Non. Aucun autre pays, aucune autre île. Mais comment voulez-vous? Ce n'est même pas possible parce que ces pays ont des amendes. Ben oui, puisque effectivement, plus on est pollueur, plus techniquement, on doit payer des amendes, effectivement. Voilà. Mais nous, non. On considère que... Vous savez, ce qui est bon pour personne, on voudrait toujours qu'il soit bon pour nous, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je peux vous dire une chose. Hein. Ce que personne ne veut, eh bien, je n'en veux pas non plus. Il faut qu'on prenne cette habitude-là. Ça qui n'est pas bon pour les autres, pas bon pour nous non plus. Clairement. C'est comme la chlordécone, les Américains l'ont interdit. Depuis 75. Une année après l'avoir sorti, et nous, on a pris 20 ans. Et ça a été appuyé par un politique martiniquais pour aller demander une dérogation à un ministère. C'est toujours porté par un élu. Alors moi, je vous dis, les porteurs de stylo, il faut arrêter ça. Parce que ça devient des assassins, parce que c'est dramatique. C'est dramatique pour un territoire. Donc on devrait vraiment prendre conscience, c'est urgent. C'est urgent, c'est maintenant. Vous le dites, on n'a plus le luxe du temps, mais on n'est pas peut-être un peu endormi quand même, hein, encore beaucoup. Mais c'est parce que on a tendance encore à croire que... croire déjà que nos politiques nous défendent. Mais c'est vrai, dans l'Europe entière, vous voyez tous ces mouvements citoyens qui émergent de partout. Parce qu'on a pris conscience qu'on était gouverné par des lobbies. Donc ce qui est vrai en Guadeloupe est vrai aussi ailleurs. Ce n'est pas que nous. Mais il faut qu'on ait cette prise de conscience. Il faut qu'on se dise que quand on voit un rapport de l'autorité environnementale qui dit que on va produire pour Albioma, parce que le nom d'Albioma est mentionné, il faut s'interroger. C'est clairement un lobby. Donc Albioma est dans son rôle, il fait son lobbying pour garantir ses intérêts. Ses intérêts. C'est une entreprise privée qui va contracter de gré à gré avec les subventions de l'État au détriment du développement des énergies renouvelables et dans son droit. Mais
Nous, on doit s'interroger. Le citoyen peut se poser en rempart, en fait, tout simplement. Le citoyen doit se poser les bonnes questions. Mais il faut qu'il ait la bonne information. Il faut qu'il ait la bonne information. Ils ont vendu justement le programme de bagage charbon à Marie-Galante, pour eux c'était le renouveau économique à Marie-Galante. Donc quand on vend des actions comme ça, comme bénéfiques pour la population, elles se retrouvent embrouillées en fait. Oui, d'autant plus que y a eu un lobbying d'Albioma qui était quand même puissant, qui a voulu avoir les agriculteurs en disant non, on va importer très peu de bois en fait. Toute la centrale va fonctionner avec de la canne. Puis moi, je l'ai fait analyser par des ingénieurs, des études indépendantes. Et là, non. Même pas 10% du temps, la centrale pourrait fonctionner avec de la canne. Donc, le discours est mensonger. On arrive à convaincre des politiques. Vous avez des politiques qui sont descendus dans la rue. Moi, je me dis, si vous descendez dans la rue pour défendre une telle connerie, c'est que vous y avez un intérêt. Je ne vois pas autrement. Je vous dis, le soleil, le photovoltaïque, tout le monde en rêve. C'est ce qui se développe partout. L'éolien. Alors certains n'aiment pas voir des pales. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Mais en combinant les énergies renouvelables, en ayant des capacités de stockage, nous n'avons pas besoin d'importer de matière. Pas du tout. Toutes les îles, je vous dis que nous, on travaille à la Commission européenne. Quand vous voyez ce document, on est sur Minorque en Espagne, on travaille avec l'Allemagne. J'ai intégré Marie-Galante. Vous pouvez arriver à une autonomie énergétique, vous pouvez arriver à une autonomie alimentaire, et en intégrant une inclusion sociale. Il faut que la population vive autour de cette économie. Donc, la Commission a décidé, mais vous voyez, on a ce secrétariat. On a eu ce sommet, le dernier sommet qui était à Var, où je suis intervenue. On a énormément d'initiatives sur les îles. Je peux vous sortir tellement de documents. Ça, c'est Daphne, ça, c'est la Grèce. L'énergie propre pour toutes les îles de l'Union européenne, et nous, on veut de l'énergie sale. Il y a un moment, il faut se poser les vraies questions. Encore un autre programme européen sur les îles, sur les réseaux. Donc, ce n'est pas les projets qui manquent. Ce sont des actions qui sont toutes mises en place par la Commission européenne, subventionnées par la Commission européenne, et nous, on n'en veut pas. Sauf Marie-Galante que j'ai réussi à mettre, pas sans mal. Comment avez-vous réussi vous avez attaqué l'État français en justice pour pouvoir inclure Marie-Galante Non, là j'ai attaqué l'État français en justice pour ne pas avoir une centrale surdimensionnée et ne pas avoir une défiscalisation pour un acteur privé, une absence, trop de subventions pour un acteur particulier qui voulait faire ce projet d'importation à Bioma en fait. Encore. Encore et toujours. Oui, et d'ailleurs, la commission était assez étonnée de voir qu'il y avait toutes ces subventions pour un acteur excessivement pollueur, parce qu'il y a une règle dans la commission, on ne finance pas des projets pollueurs. Mais ils arrivaient quand même à obtenir des subventions. Oui, et ça n'existe pas ailleurs. Je vous dis, l'ADL a donné une dérogation. On donne une dérogation en disant que quand il y aura une centrale électrique à coller, que ce soit au moule, qui rejette aussi tous ces déchets, on pourra à ce moment-là... ça a été une procédure longue, hein, mais il est important de rappeler à chacun qu'il y a des lois et qu'elles peuvent s'appliquer à tous. Il faut juste avoir la volonté, effectivement, de mener ces combats jusqu'au bout. Mais c'est-à-dire que c'est un hasard, finalement, que je sois originaire des départements d'outre-mer et que j'ai amené ces challenges, parce que mon core business n'est pas sur les départements d'outre-mer. Moi, je suis dans l'énergie, je travaille dans le nucléaire, je travaille pour des gros groupes. J'ai fait aussi la réforme de la santé en France, avec la prise de participation dans des laboratoires de pharmacie de capital. Donc, je travaillais dans les secteurs, dans des réformes importantes au niveau français. Et c'est la commission un jour qui m'a interpellée, parce qu'en tant que présidente d'Espace Europe Équipement Énergie, donc du lobby de l'aménagement du territoire, du transport et de l'énergie, je suis à Bruxelles, donc à l'ambassade de France, je fais régulièrement des réunions où je reçois les commissaires européens, les directeurs généraux, le président de BEI, donc avec une dimension, si vous voulez, européenne. Qu'un jour, la responsable des RUP de la commission, Pascal Vovkaris, me dit « Mais Maryse, tu es toujours sur ces sujets internationaux, moi qui travaille sur les RUP, la situation est dramatique, il faudrait que tu t'intéresses à tes territoires d'origine. »
Et c'est comme ça que je me suis intéressée, comme je vous disais, parce que si c'est pas moi, c'est qui? Mais quand on est dans mon secteur de spécialisation, on n'est pas sur ces territoires-là parce qu'ils sont trop petits. Moi, je travaille dans une dimension européenne, donc avec des groupes qui sont présents dans plusieurs État de l'Union. États de l'Union, oui. Parce que pour mener une procédure d'infraction, par exemple, il faut un intérêt communautaire, donc une impossibilité pour un industriel d'aller sur un territoire. Donc il faut vraiment quelque chose de dimension communautaire. D'accord. Donc c'est un petit peu à côté de votre travail finalement que vous vous intéressez au dossier des régions ultra-périphériques. Oui, mais par exemple, quand j'ai intégré ce projet-là, là, c'est la commission qui me paye pour ça. D'accord. Là, le projet Insulae, après mon combat contre le bois importé, quand je réponds aux appels à projets en me disant, bon, là, la commission, parce que c'est important qu'on ait une gestion de l'eau, c'est important qu'on ait une gestion de l'agriculture, les déchets, pourquoi on suivrait pas un accompagnement de la commission sur les déchets, sur l'eau, sur l'énergie? Pourquoi on voudrait toujours être à côté? Toutes les îles de l'Union européenne sont dans les programmes. Et nous, on ne voit pas d'avancée. On parle de Non, déchets. non, mais nous, on n'a même pas répondu pour être membre. Moi, je l'ai fait pour Marie-Galante. Et je me suis fait par certains élus, pas les élus de Marie-Galante, hein, bien qu'il y en ait un, Saint-Louis, qui ne soit pas pour le développement des énergies renouvelables dans son territoire. Mais pareil, c'est parce que il représente la région aussi. Donc il y a un moment, il y a un vrai problème. Alors si vous aviez un message à faire passer justement à la population, puisqu'il n'est pas trop tard encore pour pouvoir faire marche arrière, notamment sur ces importations de bois pour fabriquer, pour la transformer en énergie électrique. Alors votre message à la population guadeloupéenne? Alors mon message, c'est que maintenant, on est prêt pour le meilleur, on a déjà eu tout le reste. Donc, on veut le développement des énergies renouvelables, on veut la diversification agricole, on veut de la mobilité durable, on veut des transports publics moins polluants, plus accessibles à nos jeunes. On n'a pas besoin de tous aller acheter une voiture, il y a des vrais sujets pour nos populations. On a de budgets importants pour accompagner notre jeunesse. Il faut qu'on soit sur les mêmes sujets, au même niveau que les autres pays. Donc ça veut dire que c'est maintenant qu'on va se mobiliser à travers des associations ou bien me faire remonter des choses, parce qu'on peut me faire remonter des choses pour pouvoir porter le message à Bruxelles. Et que moi, je les accompagne à Bruxelles, qu'on les voit, que l'on sache que nous ne sommes pas tous dans un seul secteur d'activité, parce que vous imaginez bien que le Polonais, c'est pas comment on vit. J'imagine peut-être même qu'on est tous dans une case avec des cannes. Donc c'est maintenant qu'on prépare la prochaine stratégie de l'Union, qu'on veut que les Guadeloupéens prennent le pouvoir. Ils le peuvent. Ils le peuvent. Les autres États le font. Donc c'est maintenant. Mais comment vous contacter? Comment on rentre en contact avec vous? Alors on rencontre avec, vous pouvez me contacter par email, mc, ou vous faites administratif, @mariscopet.com, ou bien mc, moi directement, mon adresse email, mc@mariscopet.com. Marise, M-A-R-Y-S-E, Copet, C-O-2-P-E-T.com. Merci beaucoup en tout cas Marie Scopette d'avoir accepté cette interview et d'alerter justement la population sur ces projets aberrants, encore une fois, qui ont été présentés à l'Union Européenne. Et on rappelle aux internautes et aux téléspectateurs qu'en fait il y a un projet qui vise à importer du bois, de la biomasse des États-Unis pour fabriquer de l'électricité à l'heure où on parle de développement durable et d'écologie. Et en Porté par la région. Porté justement et porté par la région Guadeloupe, ce qui est 2 fois plus aberrant en tout cas. Merci beaucoup en tout cas pour ces éclaircissements et on n'hésitera pas justement à prendre contact avec vous pour avoir de plus amples informations sur l'évolution de ces dossiers. Avec grand plaisir. Merci à tous.